Bonjour à tous et bienvenue sur Ginvest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une analyse d'action. Ça va être sur la deuxième capitalisation boursière européenne, vous l'avez compris, on va parler de LVMH. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? Déjà je l'ai en portefeuille, c'est intéressant de le souligner, si vous voulez, il y a ma vidéo du portefeuille qui est sortie jeudi dernier. Et pourquoi pas se renforcer? C'est vrai, c'est la question que je me suis posée pour le mois prochain, là, le mois de juin. Et aujourd'hui, elle a un prix qui est plutôt attractif, à environ 730 euros, ce qui peut être plutôt raisonnable, mais on va voir ça tout de suite après dans l'analyse quantitative. Alors comme d'habitude, on va commencer par le sommaire de l'émission. Donc dans un premier temps, nous verrons le groupe LVMH du passé au présent, donc un peu son histoire. Ensuite, nous verrons l'analyse fondamentale, donc ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Nous ferons ensuite l'analyse quantitative, donc des ratios et des chiffres pour analyser et voir si la société peut être attractive à l'achat aujourd'hui. Et pour finir, nous verrons ma décision en guise de conclusion. Alors le petit disclaimer de l'émission, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Je ne suis pas un professionnel de la finance, vous devez être responsable de vos investissements, faisant vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Alors maintenant que le disclaimer est fait, on va passer à l'entreprise, donc LVMH, son histoire. Alors tout a commencé en 1987. Il y a eu la création du conglomérat LVMH qui a fait suite à la fusion de la maison de haute couture Louis Vuitton et Moët Hennessy. Ensuite, en 1989, Bernard Arnault secoue le cocotier avec sa société de portefeuille Agache en devenant actionnaire majoritaire. Donc en 1990, LVMH étend son portefeuille dans le secteur des vins et spiritueux avec des marques prestigieuses comme Dom Pérignon, Krug et Glenmorangie. Ensuite, pendant 10 ans, de 1990 à 2000, le groupe acquiert plusieurs grandes maisons de mode et d'accessoires, notamment Givenchy, Fendi, Celine et Marc Jacob. En 2001, c'est la participation majoritaire dans la chaîne de distribution Sephora. Alors Sephora, on va en parler juste après dans la vidéo, c'est très très intéressant, vous verrez. En 2017, ça va être l'acquisition de l'emblématique maison Christian Dior Couture, ce qui a permis d'unifier la couture et les parfums au sein de LVMH. Et ensuite, en 2021, ça va être la plus grosse acquisition du groupe suite au rachat de la maison de joaillerie Tiffany & Co pour 15,8 milliards de dollars. Alors maintenant qu'on a vu l'histoire du groupe, on va voir l'analyse fondamentale, donc ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Alors LVMH, on est tous d'accord pour dire que c'est un véritable conglomérat du luxe. LVMH, c'est 75 maisons spécialisées dans des activités qui sont bien spécifiques. On va commencer par la joaillerie avec Bulgari, Chaumet, etc. Au vin avec Ruinart, Veuve Clicquot notamment, en passant par les médias avec Les Échos et Challenge. Ensuite, les ventes par activité. Et ben là, il y a 21% en distribution sélective et autres activités, 13% en montres et joaillerie, 9% en parfums et cosmétiques, 8% vin et spiritueux et 49% pour la mode et maroquinerie. Alors les ventes par activité. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails, ça va représenter 324 millions d'euros en 2023 du chiffre d'affaires. Dans les autres activités, on va notamment compter le chantier naval Royal Vantelent qui construit et commercialise des yachts sur mesure. Ça va aussi compter Belmont. Belmont, c'est aussi donc les hôtels d'exception Cheval Blanc, etc., etc. Et tout ce qui est la partie média. Donc à savoir que LVMH a les Échos, et les Échos, c'est le premier quotidien économique français. Donc c'est quand même assez important. Alors maintenant qu'on a vu les ventes par activité, on va voir les ventes par région. Et alors là, c'est assez bien réparti dans l'ensemble de la planète, avec 25% des ventes aux États-Unis, 12% dans tout ce qui est autres marchés, 25% en Europe, 7% au Japon et 31% en Asie. Donc là, ça va être principalement la Chine. Donc là, on voit qu'il y a quand même une part qui est importante des ventes en Asie avec 31%. Ça peut être un bon moyen de s'exposer au marché asiatique via LVMH plutôt que de prendre un ETF Emerging Market par exemple. Alors pour aller plus loin dans les ventes par région, donc LVMH c'est 6097 boutiques à travers le monde, ce qui est vraiment colossal. 2003 boutiques en Asie, 497 boutiques au Japon. Donc là, on voit qu'il y a au moins 30% des boutiques du groupe qui sont situées en Asie, ce qui est vraiment un gros marché. Alors maintenant que l'on a vu les ventes par région, on va s'attaquer aux forces de LVMH et j'en ai compté 5. Tout d'abord, il y a des belles marges et elles sont stables. Ensuite, LVMH, c'est une excellente diversification, que ce soit en tant que produit et en zone géographique. Un portefeuille de marques assez complet avec plus de 75 maisons. Ensuite, ce sont que des marques de haut vol qui sont quasiment impossibles à concurrencer. Elles existent depuis des décennies, voire même des siècles. On peut compter Dior, Louis Vuitton, Château d'Yquem qui existe depuis 1593,
ou Dom Pérignon, l'ancêtre du champagne, enfin plutôt le premier champagne, depuis 1695. L'avant-dernière force, c'est un très bon management qui, on verra, est skin in the game et qui a élevé LVMH au premier rang de leader. C'est le premier groupe de luxe mondial depuis plus de 10 ans. Et pour moi, la dernière force, c'est que de nombreuses marques de LVMH occupent des positions de leader. Par exemple, Dior, Louis Vuitton et Nessie sont leaders dans leur industrie respective, la couture, la maroquinerie, l'alcool, et ont un historique de croissance supérieur à celle de l'industrie et de gains de part de marché. Là, on peut prendre de super exemples. Louis Vuitton est en ce moment carrément supérieur à Gucci. Et on connaît aussi le match bien connu entre Hennessy et Rémy Martin. Alors, vous connaissez la musique, hein, s'il y a des forces, il y a aussi des faiblesses dans toute entreprise. Et j'en ai compté 4 pour LVMH. Premièrement, LVMH évolue dans un secteur qui est cyclique. Ça, on ne peut pas le nier. Mais bon, LVMH est très diversifié, on l'a vu. Et puis même en période de crise, les riches restent riches et continuent de consommer du luxe. C'est leur quotidien. Pour les personnes moins riches, il y a leur marque de distribution sélective, Sephora, en ce moment, ça cartonne. Vous l'avez vu, je pense, partout dans les centres commerciaux. La croissance est impressionnante, il n'y a qu'à se déplacer dedans, et là on va voir que c'est toujours rempli. Les consommateurs peuvent acheter des masques pour la tête, du vernis à ongles, du parfum, etc. etc. C'est vraiment impressionnant. C'est tout le temps bondé chez Sephora. LVMH n'est pas forcément une entreprise cyclique pour moi, vous l'avez compris, comme peut l'être une pétrolière par exemple ou une bancaire. Ensuite, la seconde faiblesse du groupe, on ne peut pas le nier, la croissance de la Chine est en berne depuis quelques années et ça représente 31% du chiffre d'affaires quasiment de LVMH. Ça impacte forcément donc le chiffre d'affaires du groupe, mais j'en démords pas, la croissance de la Chine va repartir à la hausse. D'ailleurs, si je devrais miser une pièce entre la croissance économique de l'Europe et la croissance économique de la Chine, je parierais à coup sûr sur la Chine. L'avant-dernière faiblesse pour moi, c'est que LVMH a un capex qui est assez élevé. Ça peut s'expliquer par des acquisitions, des achats d'immobilier pour loger les boutiques, hein, on le sait, l'emplacement dans le luxe, ça fait beaucoup. Par exemple, Tiffany & Co est situé pignon sur rue à la 5e avenue à New York. Et pour finir, la dernière faiblesse qui pour moi est la plus importante, c'est la succession de LVMH. En ce moment, c'est assez flou. Alors Bernard Arnault l'a redit lors d'une conf call, il sera aux commandes à moyen terme et à court terme, ça on le sait. Mais on ne sait pas du tout qui pourrait reprendre. Il y a des doutes sur sa fille Delphine Arnault, mais sinon, à part ça, on ne sait pas. Alors maintenant qu'on a vu les faiblesses de l'entreprise, on va voir si LVMH a un avantage concurrentiel. Premièrement, LVMH, c'est des actifs intangibles. Elle possède des marques de prestige qui sont connues mondialement, telles que Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon et Hennessy par exemple. Et c'est important de se poser la question, que dégagent ces marques ? Déjà, premièrement, on est tous d'accord pour dire de la qualité. Ensuite, du savoir-faire, c'est de l'histoire, etc. C'est vraiment tout un art. Et de la désirabilité. Ça permet forcément de maintenir des prix qui sont élevés et des marges bénéficiaires qui sont solides. Concernant la désirabilité, si vous écoutez un peu Bernard Arnault parler lors des conf calls à chaque trimestre ou à chaque assemblée générale, la désirabilité, il met toujours ça sur un piédestal. Alors ensuite, pour moi, il y a l'effet réseau. Les produits du groupe sont populaires et facilement reconnaissables pour certains, notamment avec le monogramme de chez Louis Vuitton. Les égéries, on les connaît, sont bien connues de la marque et vont aider à faire sa désirabilité. On peut citer notamment Nathalie Portman pour Dior, Léa Seydoux, Madonna ou encore Mikhail Gorbatchev et Brigitte Macron. L'avant-dernier, pour moi, avantage concurrentiel, ça va être un portefeuille diversifié. La diversification du portefeuille de LVMH, il faut en parler et il faut en reparler. Elle couvre les secteurs de la mode, des vins et spiritueux, des parfums et cosmétiques, des montres et bijoux et de la distribution sélective. Forcément, tout ça, ça permet de réduire le risque et ça permet à l'entreprise de bénéficier de synergies entre ces différentes divisions. Et le dernier avantage concurrentiel, ça va être les barrières à l'entrée. Que ça soit pour les marques de prêt-à-porter de luxe, c'est très compliqué pour un nouvel entrant de venir concurrencer des mastodontes comme Louis Vuitton, Berluti, Loro Piana ou encore Givenchy. Car ça va nécessiter des investissements qui sont colossaux, que ça soit en publicité, en marketing ou même en distribution. Les barrières à l'entrée vont aussi se retrouver dans les champagnes et les cognacs, car les cycles de production sont longs et les besoins en stock sont élevés. Le groupe est très bien implanté sur ce segment, avec notamment des marques très fortes comme Dom Pérignon, Hennessy ou encore Château d'Yquem. Alors maintenant qu'on a vu les avantages concurrentiels, on va voir ensemble le management.
On retrouve Bernard Arnault à la tête en tant que PDG depuis 1987. Il est accompagné de Jean-Jacques Guilloni en tant que DAF, donc directeur administratif et financier depuis plus de 11 ans dans la boîte. D'ailleurs, petite anecdote sur Jean-Jacques Guilloni, il a fait l'école HEC et bon, c'est pas ça l'anecdote, c'est surtout qu'il tutoie ses interlocuteurs lors des conf calls, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'a marqué la première fois que j'ai entendu Jean-Jacques Guilloni parler. Il tutoyait des analystes de la BNP, de chez Morgan Stanley, etc. Bref, voilà, c'était la petite anecdote. Je vous invite à regarder tout ça. Et il y a aussi un point intéressant à savoir, depuis la dernière Assemblée Générale, les 5 enfants de Bernard Arnault occupent tous des postes de direction clés dans le groupe, ce qui accroît forcément la présence de la famille dans la société. Alors maintenant, on peut se poser une question, est-ce que l'entreprise est facile à diriger ? Alors, LVMH, pour moi, même si c'est un conglomérat de 75 marques, ça reste pour moi relativement facile à gérer. Ils vendent des produits physiques, des sacs, etc., des bouteilles d'alcool. Donc son business model est assez simple à comprendre et à mettre en œuvre, mais encore une fois, c'est simple à gérer entre guillemets. On va dire que c'est plus simple à comprendre ou à gérer qu'une banque. Alors maintenant, l'actionnariat par la structure du capital de LVMH. Donc là, il y a une ligne très intéressante. Le groupe familial Arnault détient 48,6% du capital et 60% des droits de vote. Donc forcément, avec la moitié de l'actionnariat, Bernard Arnault et toute sa famille sont skin in the game. Ensuite, le reste de l'actionnariat, c'est comme d'habitude, c'est principalement des institutionnels, etc., etc. Alors maintenant que l'on a vu l'analyse fondamentale, on va passer à l'analyse quantitative des ratios et des chiffres. Alors on se retrouve comme d'habitude sur l'application IQ Invest que vous connaissez. Il y a encore 10% de réduction si vous le souhaitez avec le code promo JINVEST10. Il est en description, n'hésitez pas à vous en servir. Il y a aussi pour si vous voulez ouvrir des comptes titres, des PEA, etc., etc. Il y a tout ça en bas. Alors donc, on se penche sur LVMH. Qu'est-ce que nous dit l'application? Donc déjà, premièrement, on voit l'analyse quantitative 14 sur 20. 14 sur 20 dans le site IQ Invest, ça veut dire que l'entreprise est de qualité vu qu'elle est supérieure à 12. Et l'évaluation du prix, elle est décotée à 13,7% par rapport aux critères de notation. Donc ce qui est plutôt un bon point si on veut rentrer en position dedans. Alors avant de commencer l'analyse quantitative, on regarde rapidement le cours de l'action. Donc en ce moment, il est à 734 € et quelques. Le CAGR, donc le taux de rendement annuel composé, il est à 13,91% face à 12,74% face au S&P 500 et 0,9 de linéarité face à 0,83 de linéarité pour le S&P 500 encore une fois, ce qui est plutôt un très bon point. Ensuite, est-ce que ça surperforme ou pas le S&P 500 ? Ça surperforme sur 5 ans, ça surperforme. Donc là, ça commence à se rapprocher, mais ça surperforme quand même assez régulièrement. Alors on va se pencher sur la rentabilité. Donc le ROCE sur 1 an on est à 21,27, sur 5 ans à 19,32 et sur 10 ans à 17,09, ce qui est plutôt un bon point. Les marges, on est à 68,8%, marge opérationnelle à 26,44% et en marge nette 17,61%. Moi ça me va, si toutes les sociétés pouvaient avoir ce genre de chiffres, ça m'arrangerait. Le chiffre d'affaires. Donc, alors, il y a une bonne prédictibilité de 93%. Ça veut dire que dans le futur, à mon avis, LVMH peut continuer à envisager cette même croissance. Donc, le chiffre d'affaires en croissance sur 10 ans, on est à 11,2. Sur 5 ans, on est à 14,1%. Et sur 1 an, 9,3%. Alors ça, c'est pas étonnant que c'est décroissant. Ça va s'expliquer aussi dans les free cash flow qui sont en décroissance et quasiment négatifs. La croissance est négative des free cash flow sur la dernière année, tout simplement parce que durant l'année Covid, à la fin, donc les gens ils ont été enfermés, il fallait avoir un QR code, etc., etc. Donc quand les gens ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien dépensé pendant des mois et des mois, donc ils avaient de l'argent de côté. Donc ils ont tout dépensé, ils sont allés faire des courses, ils sont allés acheter, ils sont allés consommer. Et là forcément il y a une explosion dans le luxe, on le voit dans beaucoup de concurrents de LVMH. Et forcément, à un moment, ça descend pour reprendre une croissance qui est plus traditionnelle, entre guillemets. En tout cas, qui n'était pas en explosion, ça n'avait aucun sens à l'époque. Alors maintenant que l'on a vu ça, on va aller dans le PowerPoint de LVMH directement en page 16 pour voir le dividende. Donc au titre de l'exercice 2023, il va être de 13 €. Il a déjà été voté lors de l'Assemblée Générale
du 18 avril 2024. Et là, on voit un très bon point, c'est que depuis 2018, donc de 2023 à 2018, c'est-à-dire 7 ans, le dividende par action a doublé en passant de 6 euros à 13 euros. Ça veut dire que l'entreprise est en bonne santé parce qu'elle n'est pas en train de se plomber pour payer son dividende et le dividende augmente. Donc l'entreprise de 1 se plombe pas pour payer le dividende et de 2 est en bonne santé et donne de la valeur à ses actionnaires. Donc est tourné vers son actionnariat et c'est ça que l'on recherche dans des sociétés. Alors pour ce qui est de la santé de l'entreprise, donc comme on en parlait, on va voir le ratio d'endettement net sur capitaux propres qui est de 17,1% au 31 décembre 2023. Donc on voit que le niveau d'endettement augmente, on est passé de 5 milliards à 10 milliards, ce qui est forcément doublé en 7 ans, c'est important, mais le chiffre d'affaires a aussi augmenté, donc c'est pas terrible non plus. Le gearing donc, est en moyenne à 16%, ce qui est quand même assez raisonnable pour ce genre d'entreprise. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, dans ces cas-là, on se retrouve dans le document d'enregistrement universel. On va aller dans le bilan, c'était page 242. Alors, page 242. Et ça va être dans la trésorerie et équivalent de trésorerie, donc le cash de LVMH. En ce moment, elle a 7 milliards, un peu moins de 8 milliards de cash disponibles, ce qui est plutôt intéressant. 43 milliards d'actifs courants et 143 milliards d'actifs, ce qui est plutôt une entreprise en bonne santé. Alors maintenant que l'on a vu le bilan, alors maintenant que l'on a vu l'état, alors maintenant que l'on a vu ça, on va voir un peu LVMH suite. Alors maintenant que l'on a vu ça, on va un peu voir LVMH par rapport à ses concurrents. C'est très important parce que les concurrents peuvent être parfois plus intéressants que l'entreprise sur laquelle on fait des recherches. Donc on se retrouve sur Zone Bourse, on a mis le graphique à 5 ans. Donc les trois principaux concurrents, Kering, Richemont et Hermès. Alors là, qu'est-ce qu'on voit sur le graphique en total return, donc dividende réinvesti? C'est que Hermès défonce tout le monde en fait. On est à quasiment 275% de performance en 5 ans. Ensuite, c'est LVMH qui arrive juste après, suivi. Ah non, c'est. Ah ouais, Richemont et LVMH se tirent la bourre, mais LVMH reste quand même régulièrement au-dessus. LVMH est en bleu ici, Richemont est en rouge. Hermès est en noir et le petit dernier, Kering, qui lui par contre en ce moment c'est une mauvaise phase avec Kering et notamment Gucci, sa marque phare. Lui il sous-performe carrément. Donc là c'est un mauvais point. Si vous voulez, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur Kering, déjà de l'analyse de l'action. Alors, on se retrouve déjà pour la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Donc, LVMH, par ses 75 maisons, a une excellente diversification, on le sait, que ça soit en tant que produit et en tant que géographie. Par contre, un des points qui peut poser problème, c'est au niveau de la succession. On l'a vu dans la section risque, on ne connaît pas qui sera désigné. Bernard Arnault, on le sait, reste aux commandes, mais on manque d'informations sur ce sujet-là, ce qui peut forcément un peu faire peur. Et on le sait, dans une entreprise de cette taille, le management et surtout le PDG, ça compte énormément. Alors pour répondre à la question du titre, est-ce qu'il faut avoir LVMH en portefeuille? Pour moi c'est un grand oui. Alors ce n'est pas un conseil à l'achat, faites vos propres recherches. Mais personnellement je compte renforcer le mois prochain ma position dans LVMH. Donc forcément, est-ce qu'il faut avoir LVMH en portefeuille? Pour moi c'est oui. Et pour finir, comme d'habitude, la petite citation de l'émission. Donc elle va être proposée, je pense que vous avez compris, par Bernard Arnault. Le luxe est le seul domaine dans lequel il est possible de faire des marges de luxe. Ouais, je trouve ça pas mal en guise de phrase de conclusion. Et sur ce, on se retrouve jeudi prochain. Voilà. Ciao, ciao. Salut.